7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient une nation indépendante. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que l'histoire de son indépendance n'est pas celle d'une guerre de libération. Non, c'est plutôt celle d'une stratégie politique, d'une transformation assez remarquable. Alors on va décortiquer ensemble ce parcours vraiment unique. Et voilà, c'est la grande question qui est au cœur de tout ça. Comment une nation peut-elle devenir libre sans passer par la guerre? Eh bien, l'histoire de la Côte d'Ivoire nous offre une réponse fascinante. C'est un véritable cas d'école de décolonisation négociée, un modèle qui a profondément façonné son destin. Alors, voici notre feuille de route pour tout comprendre. On va commencer par le poids du régime colonial, c'est la base. Ensuite, on verra la promesse de Brazzaville qui a vraiment tout changé, puis on s'intéressera à l'éveil politique qui a suivi, au changement radical de stratégie, et enfin aux toutes dernières étapes qui ont mené tout droit à la liberté. Bon, pour bien saisir d'où vient cet élan nationaliste, il faut d'abord comprendre ce que ça voulait dire concrètement de vivre sous le régime colonial français. On ne parle pas d'une simple administration, c'était un véritable système d'exploitation. Ce système reposait sur plusieurs piliers d'exploitation. Il y avait l'appropriation des terres, la réquisition des récoltes, et puis surtout, il y avait le travail forcé, ce qu'on appelait la corvée, qui forçait les gens à travailler sans être payés. Et pour couronner le tout, le code de l'indigénat, un régime juridique spécial qui, en gros, privait les Africains de leurs droits les plus élémentaires. C'est tout ce système qui a semé une amertume profonde, en particulier dans les campagnes. Et attention, ces injustices, ce n'étaient pas des concepts abstraits. C'était le quotidien, la réalité de millions de personnes. C'est précisément cette réalité qui, juste après la Seconde Guerre mondiale, a nourri le feu d'une lutte pour l'émancipation de plus en plus intense. Et puis, au milieu de tout ça, un événement va agir comme un véritable détonateur. On est en 1944, la conférence de Brazzaville, lancée par le général de Gaulle, va faire naître un immense espoir à travers toute l'Afrique francophone. Cette conférence, c'est un vrai tournant. Pour la toute première fois, on parle de participation politique, de liberté syndicale et de la fin du travail forcé. Et ça ne reste pas que des mots, très vite, des mesures concrètes suivent. Dès 1945, les Ivoiriens peuvent élire leurs propres députés au Parlement français. Et l'une des premières grandes victoires de leurs représentants, Félix Houphouët-Boigny, c'est justement l'abolition du travail forcé en 1946. C'est ça le point crucial. Les Ivoiriens avaient maintenant leurs premiers outils pour se battre, mais de l'intérieur, même du système. Avec ces nouvelles réformes, la nature de la lutte change complètement. Le mécontentement général, un peu diffus, se transforme en une action politique bien organisée, bien structurée. La lutte va maintenant se jouer sur deux fronts en même temps. D'un côté, il y a la bataille parlementaire à Paris, où les députés africains se battent pour obtenir de nouvelles lois. Et de l'autre, il y a la mobilisation sur le terrain, en Côte d'Ivoire, menée par les partis et les syndicats qui mettent la pression directement sur l'administration coloniale. C'est une période d'effervescence politique incroyable. On voit plusieurs partis se créer, chacun avec sa vision, mais très vite, une force va vraiment dominer le jeu. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, fondé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny. Il va devenir l'acteur majeur de cette marche vers l'indépendance. Bien sûr, cette montée en puissance du PDCI, l'administration coloniale ne la voit pas d'un bon œil. Pas du tout. Entre 1947 et 1950, la répression est brutale. Des arrestations, des interdictions, de la violence. Cette période très dure va forcer les leaders nationalistes à faire un choix stratégique décisif. Face à cette répression, Houphouët-Boigny opère un virage à 180 degrés. C'est radical. À partir de 1951, il a abandonné la confrontation pour choisir la collaboration. L'idée, c'était de travailler avec l'administration française pour obtenir des réformes de l'intérieur, étape par étape. C'était un pari extrêmement audacieux. Il risquait de se mettre une partie de sa base à dos, mais ce pari va s'avérer payant. Et cette stratégie de collaboration, elle ouvre une voie directe, une voie purement législative, vers la souveraineté. La lutte se déplace maintenant de la rue au Parlement. Le processus s'accélère vraiment. D'abord, il y a la loi cadre des Fers en 1956 qui donne à la Côte d'Ivoire son propre gouvernement local. Ensuite, en 1958, un référendum la transforme en république autonome, mais au sein d'une nouvelle communauté avec la France. Le truc, c'est que cette communauté ne fonctionne pas vraiment, elle échoue assez vite, et la France finit par accorder une indépendance complète au pays qui la réclame. Et c'est là qu'on arrive à cette date finale, le 7 août 1960. Le parcours s'achève. La Côte d'Ivoire devient officiellement une nation souveraine et indépendante, sans avoir eu besoin de mener une guerre de libération. Et ça nous laisse avec cette dernière question. Quel est l'héritage, au fond, d'une nation qui est née de la négociation plutôt que de la révolution? Ce chemin si unique, basé sur la stratégie, le compromis, la négociation, ça a profondément marqué l'ADN de la nation ivoirienne. Une histoire qui montre bien qu'au final, il existe plus d'une seule voie vers la liberté.